L'organisation du congrès laissant au président le choix du thème d'un des symposiums, j'ai choisi, mais pas tout seul, de vous parler de sport automobile. Il y a parmi nous certains qui le pratiquent, certains qui s'y intéressent de façon passionnée souvent. Et pourquoi à Dijon? Parce que il y a au moins deux bonnes autres raisons. D'abord parce que Dijon, c'est aussi un circuit qui a accueilli des grands prix de France de Formule 1, un circuit qui a vu la première victoire d'une monoplace à moteur turbocompressé en 79, même si l'événement a été un petit peu sous-estimé parce que ce Grand Prix de 79, ça a été un duel d'anthologie entre Gilles Villeneuve et René Arnoux. Et s'il y en a que ça intéresse, sur le web, sur YouTube, il y a des choses étonnantes. On ne voit plus beaucoup et on se verra, à mon avis, plus jamais des Formule 1 se battre comme ça sur un circuit. C'est aussi la première victoire d'Alain Prost en 1980. Donc un circuit qui a une histoire. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que à Dijon, il y a un monsieur qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et qui est le fondateur d'une boîte d'équipement automobile dont l'objectif principal a été d'améliorer la sécurité des pilotes et sous plusieurs angles. Il produit des éléments de sécurité et les distribue dans le monde entier. Les 4 champions du monde de Formule 1 qui sont assis sur le muret revêtent une combinaison fabriquée chez lui. Il a à son actif plus de 10 titres de champion du monde de F1, des victoires à Indianapolis, plus de 15 victoires au Mans. Et en plus, il a une fondation dédiée à la sécurité des pilotes. Il vous racontera tout à l'heure un peu de cette histoire. Et en plus, c'est le 50e anniversaire de Stand 21 qu'il a fondé. Alors en matière de traumatisme rachidien, il est évident qu'au début du sport automobile, le risque était assez modéré. Vous voyez la vitesse moyenne d'évolution d'une course entre Paris et Rouen en 1895, 19 km/h, ça allait moins vite que le Tour de France. Et puis petit à petit, évidemment, les choses ont évolué avec les progrès surtout techniques des véhicules. Notez tout de même que le premier Grand Prix de France au Mans était en 1906, que rapidement la prise de risque a bien sûr fait partie de la course, mais que c'est devenu autrement plus violent. Et chacun reconnaît que le sport automobile est une pratique potentiellement dangereuse. Elle l'était beaucoup plus, certainement à l'époque de ces illustres pilotes qui prenaient des risques insensés avec des moyens de protection minimales. Observez la position du pilote dans le cockpit, dans la coque, enfin dans le châssis tubulaire à l'époque. Le harnais, il n'est arrivé que vers les années 59, m'a soufflé Yves Morisot, et les pilotes n'en voulaient pas, parce que la crainte à l'époque, c'était l'incendie. Et qui disait harnais, disait risque de rester dans la voiture et de ne pas pouvoir enlever le harnais suffisamment vite. Vous voyez la minime protection du casque, et malheureusement, Jim Clark, qui était un grand pilote, est décédé dans une sortie de route liée à un problème technique sur l'auto. Et dans le bilan, évidemment, il était polytraumatisé, mais il y avait une fracture du cou. J'insiste là-dessus parce qu'on va y retourner.
avec bien entendu, on imagine, compte tenu de l'état de la carcasse de l'auto, des blessures thoraciques, abdominales. Alors il y a des papiers très intéressants sur l'accidentologie en sport automobile. Et si on veut résumer un petit peu ce qui peut se passer, en gros, il y a des traumatismes contondants. C'est Clark, écrasé dans sa voiture, qui est sorti de la route et a heurté les arbres du Nürburgring. C'est des traumatismes pénétrants, des choses qui volent. Vous avez probablement en tête l'accident de Senna, où il y a probablement l'intrication de plusieurs mécanismes, mais il y a quand même un morceau d'une direction de la voiture qui finit dans le casque. Il y a le feu. Vous voyez cette GT40 au Mans, tout en flammes. Le pilote en est sorti vivant, mais très brûlé. Et il y a évidemment le problème de la décélération brutale, puisqu'on conçoit bien le choc, la vitesse élevée d'évolution des véhicules et l'arrêt brutal, susceptible de générer des lésions de la base du crâne, des lésions de la jonction crânio-rachidienne et bien entendu de la moelle épinière. Si on s'intéresse à la façon dont l'homme est capable de supporter l'accélération et la décélération, il y a un événement, c'est même la vie d'un médecin américain en 1940, John Paul Stapp. Alors lui, c'était pas tellement autour de l'auto, c'était autour des avions. À l'époque, le problème, c'était de savoir comment un pilote pouvait supporter une éjection d'un avion, et il était admis qu'au-delà de 18 G, c'était pas possible. C'est apparemment le premier médecin qui a mis au point un système de test, d'abord sur mannequin, et puis à l'époque, il n'y avait probablement pas des capteurs sur les mannequins, il n'y avait pas des systèmes d'enregistrement, et en fait, rapidement, il a dit, de toute façon, c'est un homme qui doit prendre la place sur l'appareil, et il s'y est mis tout seul. Et il a établi, le 12 décembre 1954, 7 ans après son premier essai, un record, puisqu'il a poussé le G-Wiz, qui était l'appareil qui lui servait de test, de 0 à 1000 km/h en 5 secondes, pour s'arrêter en 1,4 secondes. L'expérimentation démontre que le corps humain peut, en tout cas à cette occasion, a supporté une décélération d'environ 46 G, soit l'équivalent d'une voiture s'encastrant dans un mur à plus de 100 km/h. Sachant cela, si on s'attache à analyser les décélérations brutales en sport automobile moderne, c'est plus 100 km/h, mais c'est facilement 300 km/h. Donc les forces en présence sont considérables. Et l'accident de Ratzenberger là, a causé une disjonction crânio-cervicale à cause de la décélération, en plus d'une rupture de l'aorte. Si on assimile l'intensité des chocs à la chute d'un lieu élevé, 120 km/h brutalement sur un mur équivaudrait à une chute du 19e étage. Dans les littératures, on trouve aussi, en termes d'accidentologie en sport automobile, des données comme celle-là, intéressante, sur le circuit de Fuji. Plus de 2500 voitures, 81 courses, des monoplaces, des voitures fermées, entre 96 et 2000. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que le problème principal, c'est le coût.
Et on comprend que l'évolution des dispositifs de protection résulte d'un compromis entre la prévention d'un risque, mais aussi des effets secondaires induits. Et que quand vous attachez fermement un pilote par le biais de son harnais dans son baquet, la décélération brutale va faire que la tête va devenir une sorte de projectile, d'autant plus lestée par le casque, et pouvoir devenir évidemment la cause d'une disjonction crânio-cervicale dont vous avez un exemple frappant sur cette IRM. Et face à cela, et à la mort de nombreux pilotes du fait de ces lésions, a été mis au point un dispositif dont je ne vais rien dévoiler de plus, puisque c'est l'objet des deux communications qui suivent, avec également un rappel sur l'historique du développement de ce dispositif qu'on appelle le HANS. Et en dépit des mesures qui sont prises, modernes, on voit également des fractures de tassement de la charnière thoraco-lombaire. Un exemple, l'un de nous en parlera, développera le sujet, 120 0 km/h dans un mur pendant un tour de chauffe à Magny-Cours. Vous voyez que chez un pilote pourtant harnaché, équipé d'un HANS, il ne lui arrive pas grand-chose, sauf un tassement, heureusement sans gravité neurologique. Donc pour poursuivre ce symposium, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter ceux qui vont succéder au pupitre. D'abord M. Yves Morisot, le directeur et fondateur de Stand 21. Interviendra ensuite le professeur Claude Mestelman, qui est anesthésiste réanimateur, chef du service à Nancy, membre de la commission médicale de la Fédération française du sport automobile, médecin-chef au Mans. Bruno Franceschini, qui est aussi anesthésiste réanimateur, qui est membre du comité médical FIA, qui est le référent Formule E, qui a été aussi le médecin de l'équipe Toyota Gazoo Racing, dont ceux qui ont suivi le Mans ont dû apprendre qu'ils avaient encore gagné. Et puis là, vous le connaissez tous, notre ami Jean-Luc Barra, qui, en plus d'être neurochirurgien, a été le médecin à Magny-Cours et puis maintenant au Castellet. Voilà, je leur laisse la parole, merci.